On va commencer ce partage avec un petit peu de retard, puisqu'il n'y a pas de questions particulières. Alors Sophie, je crois, elle voulait, d'après ce que j'ai lu, voir continuer le thème de la fois Ah oui, dernière qui était sur dissociation corps et esprit. d'accord, oui, c'est ce que je viens de voir aussi, d'accord, sur la dissociation corps-esprit. Il y a Anne-Marie qui se connecte a Ouais. priori. Ah, c'est très bien. On va attendre qu'elle soit là. Bonsoir, désolé pour le retard. Ah, bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Alors, justement, Sophie demandait de continuer sur le sujet de la dissociation corps-esprit. Ah ben, très bien. Est-ce Mais qu'on peut aussi voir dans le corps la partie droite et la partie gauche, si c'est pas trop éloigné du thème? oui, on peut aussi en parler. Euh, alors, puisque tu as une question un peu plus précise, la partie droite, la partie gauche, est-ce que tu peux nous expliquer à partir de quoi cette question est importante? Oui, alors c'est important parce que, comme j'ai un peu évoqué la semaine dernière, la dissociation corps-esprit pour moi est assez évidente, mais dans mon corps, et c'est plus vu finalement par des personnes comme kiné ou ostéopathe, ou voilà. Il y a une grande différence entre la partie droite et la partie gauche, et c'est souvent associé dans les gens que je rencontre à, finalement à l'esprit, avec aussi la partie, je ne sais pas, féminine, masculine. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, et j'aimerais, voilà, vous entendre un peu sur Oui, ce thème. d'accord. Alors, on peut dire que le corps est comme un disque dur. C'est un lieu de mémorisation de toute la représentation du monde que l'on a. Et de ce fait, il va, dans sa mémoire, créer des partitions entre le côté droit, gauche, devant, derrière, le bas, le haut, etc., qui vont correspondre à des représentations qui pourraient être considérées comme symboliques sur le plan de la compréhension intellectuelle, émotionnelle aussi. Et par exemple, donc le côté droit pourrait être plus le côté masculin, le côté gauche féminin, avec tout ce qui va avec justement le masculin et le féminin. Le masculin va représenter plus le côté actif, le féminin le côté passif, le yin, le yang. Ce sont des choses qui vont devoir s'installer. C'est-à-dire c'est comme si le corps cherche, le corps va percevoir une réalité, une connaissance du monde extérieur, et il va l'intégrer en réservant une place pour chaque chose. Et ça se retrouve d'ailleurs aussi dans le langage, ça se retrouve dans la façon de vivre d'une collectivité, d'une société. Je vais prendre un autre exemple. Dans la symbolique de l'espace, l'avant, ce qui est devant, c'est considéré aussi comme ce qui est le futur. Derrière, c'est le passé. Et on va avoir toutes ces représentations à la fois symboliques, mais qui ont une réalité
si vous voulez, ce qui va se dérouler devant nous, c'est le présent qui devient, qui est à traiter. Hein. C'est pour ça que c'est plus facile de considérer que c'est notre futur. Le passé, c'est ce qu'on a laissé derrière soi. On va avoir psychologiquement des sensibilités. Si par exemple on a peur du futur, on va avoir tendance à se fermer devant. On se protège. Si on a peur aussi de son passé, on peut aussi se recroqueviller de la même façon, d'ailleurs, un peu comme un animal qui fait une espèce de coquille très forte, une carapace très forte pour se protéger. Si par contre on a vraiment confiance, eh bien on va au contraire s'ouvrir et être, on s'ouvre à l'espace qui est devant nous, de la même façon qu'on peut être confiant dans l'avenir. On va retrouver comme une carte émotionnelle et psychologique dans le corps, dans toutes les parties du corps. C'est pour ça que un travail personnel peut avoir une importance à un moment donné de sa vie pour découvrir les relations qu'il y a entre son histoire personnelle, qui a créé une façon de ressentir le monde, et tout ça, c'est intégré dans notre corps. On a pris des attitudes corporelles, en quelque sorte, pour se défendre contre les ennemis psychologiques que l'on a, en tout cas, imaginés. Parce que ces ennemis ont pu exister, mais ne sont peut-être plus réels maintenant. Donc on continue à les imaginer. C'est pour ça que c'est vrai qu'on pourrait dire que une personne qui, par exemple une femme qui aurait du mal à assumer sa féminité, peut-être que ça va se reporter sur son côté gauche. Et vice-versa, ça peut être un homme qui a du mal à assumer sa masculinité. On aura des évolutions corporelles qui vont vraiment suivre l'histoire qui s'est inscrite en nous à travers notre perception, dans notre relation à nous-mêmes et au monde. Voilà, donc ça, après, si on rentre dans le détail du fonctionnement, ça devient vraiment un décodage psychocorporel qui sera différent d'ailleurs pour chacun, parce que on peut même pas dire que c'est exactement la même chose pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui, par exemple, pourquoi est-ce que certains sont gauchers? Ils ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Il peut y avoir même des inversions, en tout cas, de ces symboles dans le corps et l'espace pour certaines personnes. Mais enfin, en général, on retrouve à peu près les mêmes règles dans la plupart du temps. Voilà, ça c'est pour. Est-ce que cette première réponse par rapport au côté droit, côté gauche est satisfaisante, ou est-ce que vous voulez qu'on pousse un peu plus? Oui, on peut pousser un peu plus, pourquoi pas, si ça Alors, convient aux autres. oui, c'est-à-dire que, alors, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans quelque chose de concret. C'est-à-dire que le sujet qu'on développe, c'est pas un sujet qui va, comme des sciences classiques, établir des listes de règles, de découvertes, des choses comme ça, pour ensuite, si vous voulez,
s'appuyer sur ces règles puis avancer. Nous, ce que l'on fait ici, dans cette approche non duelle, on va toujours essayer de partir d'un ressenti, c'est-à-dire un mal-être en général, une difficulté à être, et puis voir de quoi elle est faite et comment, à partir de ce ressenti, on peut aller vers une ouverture, un sentiment d'unité que l'on aurait perdu par sa propre histoire, par ses propres expériences. C'est pour ça que déjà, c'est très difficile de traiter d'un sujet comme celui que vous venez de mettre en place là, parce que la question n'est pas très précise. Hein. On pourrait développer dans plein de directions, mais après, ça risque d'être moins personnel. La dualité, elle part du mal-être, de l'installation dans notre conception de nous-mêmes, de l'idée qu'on est ce corps, ce moi, cette individualité, cette personne, séparée de l'univers, enfin tout le reste, de toutes les autres formes vivantes, et séparée de toutes les autres identités, on pourrait dire, toutes les autres formes. Là, ici, on peut partir de ce mal-être. Si après, dans l'histoire de quelqu'un, il y a vraiment quelque chose entre le côté droit et le côté gauche, mais ça devient plus... je pense que ça, on ne peut le traiter qu'en individuel, en allant chercher vraiment le pourquoi de cette question. Et là, ça demande en fait une investigation qui serait plus profonde pour la personne en elle-même. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise de développer par rapport à ça, parce que je suis finalement un peu dans le vague, là. On est trop dans le vague. Ce qui est bien, c'est de partir d'un ressenti et d'essayer de le développer de manière très personnelle. Donc, si vous avez l'une ou l'autre envie qu'on prenne une direction de ce genre, je suis très à votre écoute. Par exemple, Anne-Marie, la dernière fois, il y avait cette question donc, de la dualité corps-esprit, mais ça correspondait bien à ce qui était défini comme un mal-être. Il y avait une forme de mal-être, c'est-à-dire une forme de séparation entre le corps et l'esprit. Le corps voudrait quelque chose, l'esprit voudrait quelque chose. Et là, on part d'un ressenti, on part d'un émotionnel. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'au fond, je l'avais expliqué déjà, mais il faut le redire et le redire, c'est que l'émotionnel, et l'émotionnel qui nous pose problème, c'est un émotionnel qui est douloureux. L'émotionnel qui vient, c'est un émotionnel en général dont on veut se débarrasser. On n'a qu'une envie, c'est de ne pas être mal. Et dans notre approche, on va apprendre que si quelque chose vient nous visiter, ça doit forcément avoir une raison, puisqu'on ne l'a pas décidé volontairement. Et quand bien même on déciderait, on n'arriverait pas d'ailleurs à faire venir un mal-être. On ne va pas créer le mal-être comme ça juste volontairement, et en plus on ne le ferait pas parce qu'on n'en a pas envie. Donc si le mal-être vient, il est certain qu'on ne l'a pas décidé, et par contre il vient nous voir, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ce mal-être vient nous voir? Là, il peut y avoir cette dualité corps-esprit, parce que le corps est mal,
que quand on a un mal-être, on le sent dans son corps. Et l'esprit se dit, j'en veux pas. C'est-à-dire que je veux repousser, comment faire pour repousser ça? Et à ce moment-là, si on regarde, si on a peut-être, disons, la chance de pouvoir regarder en face et de s'ouvrir avec curiosité à ce qui vient nous visiter, c'est-à-dire ce mal-être, on peut à ce moment-là rentrer dans une relation de compréhension. Et cette relation de compréhension, elle va être facilitée par le fait d'avoir l'habitude de vivre son corps, sa respiration, et d'avoir une écoute la plus ouverte possible, avec le moins de jugement possible, parce que bien sûr le rejet va tout de suite venir, le rejet est presque immédiat. C'est là que c'est intéressant de faire ce travail qui va s'appuyer en quelque sorte sur une conscience quasi absolue, même si on ne sait pas comment l'expliquer, parce que se tourner vers ce que l'on ne veut pas vivre, ça demande une certaine confiance. Ça peut être tout simplement le désir de comprendre. Si on questionne en quelque sorte on questionne ce qui nous visite. Je vais parler plutôt d'émotions parce que bon, si ce sont des sensations de douleur physique, c'est encore autre chose. Mais quand une émotion vient et qu'il y a ce mal-être, c'est-à-dire que j'ai le sentiment de ne pas pouvoir vraiment être, bien-être, ce serait être complètement moi-même, sans aucune peur et sans rejet. C'est-à-dire le bien-être, ce serait de m'accepter totalement tel que je suis, sans avoir un seul espace d'être que je n'aime pas ou que je ne veux pas. Donc, le mal-être, il faut bien comprendre que le mal-être, c'est toujours lorsque l'on peut ressentir dans la globalité de son être une partie de son être que l'on ne veut pas. Et cette partie de son être que l'on ne veut pas, c'est celle que l'on a jugée comme n'étant pas désirable. En général, c'est un jugement de soi-même, un sentiment de ne pas aimer un certain nombre de choses qui font partie de notre personnalité, de notre corps. Et comme on s'identifie complètement à cette identité, eh bien, on va rejeter. Si par exemple, dans une journée, on n'a pas réussi à faire un certain nombre de choses qui étaient importantes, on ne va pas aimer ce sentiment d'impuissance, d'imperfection qui se présente à nous, alors que peut-être demain ou après-demain, on n'y pensera même plus. Mais sur le moment, on se représente en s'identifiant à ce qui n'a pas été, à ce que l'on n'aime pas, à ce qui ne va pas, ce qui ne correspond pas à nos valeurs. Et à ce moment-là, on voudrait se séparer de cette partie-là. On ne peut pas, puisqu'on s'identifie à elle. Donc on ne peut pas se couper en morceaux. Mais d'une certaine manière, c'est là qu'il y a une dualité, parce que on va vouloir se débarrasser d'une partie de soi-même. Dans ce processus, et ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre tout de suite. On n'a pas besoin d'une compréhension extraordinaire. Ça se vit immédiatement. On peut déjà remarquer que on rejette une partie de soi-même, qu'on résiste à une réalité que l'on n'aime pas. Et ça peut se ressentir immédiatement dans notre corps. Il y a une forme de tension, de crispation,
de toute façon de souffrance. Et ça, c'est possible tout de suite, dans l'instant présent, de le ressentir. À partir du moment où on ressent ça, là, on est dans ce chemin que certains appelleront la pleine conscience de tout ce qui nous arrive à chaque instant. On est dans ce chemin de pleine conscience et en même temps, parce que la pleine conscience, on pourrait dire que c'est quelque chose qui se veut plein, c'est-à-dire qui se veut prêt à tout accueillir, mais notre conscience a une espèce de mouvement inverse, c'est-à-dire de se rétrécir le plus possible pour éviter que certaines choses rentrent dans la conscience. En fait, notre conscience, c'est vraiment un espace très variable. Si se présentent à nous que des choses que l'on aime, cette conscience va rentrer dans une expansion quasi infinie puisque on peut tout accueillir, on peut accueillir ce qui se présente. Si par contre, ce qui se présente n'est pas agréable, à ce moment-là, notre conscience ne veut pas de ça. Et elle se rétrécit pour essayer de ne maintenir que ce qu'elle aime. Ce mouvement-là, on peut le sentir dans son corps. Parce que le corps va réagir exactement pareil. Soit le corps va rentrer dans une expansion parce que ce qui se présente à nous est agréable. Et là, on est dans la détente, dans l'ouverture. Dans l'expansion du corps, il va y avoir respiration, donc oxygénation de toutes les parties du corps, oxygénation du cerveau, et on va avoir du bien-être. Là, il y a vraiment une relation très très forte entre j'aime, donc j'accueille, je m'ouvre, je respire, et de l'autre côté, je n'aime pas, je me ferme, je me protège, je me réduis, je me contracte et je ne respire plus. La vie, en fait, ne peut plus circuler correctement. Ça, c'est un rapport extrêmement universel parce que tout fonctionne comme ça. Il suffit, par exemple, on sait que si vous piquez une plante, elle aura une forme de rétractation aussi. Hein. On se rétracte par rapport à ce qu'on n'aime pas et on s'ouvre par rapport à ce qu'on aime. On ouvre ses bras à ce qu'on aime. Hein. Et de la même façon, on se met en boule pour essayer de se protéger contre un prédateur. Ce réflexe est tellement simple que on passe à côté, on n'en prend pas conscience, mais c'est un réflexe qui est, donc, comme je disais, qui est universel, mais qui va nous permettre de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Ça me rappelle, bon, je ne sais pas si vous êtes sensible à une littérature de notre religion, disons, la plus fréquente en France, mais dans les lectures que j'avais faites à une époque des évangiles apocryphes, c'est des évangiles qui n'ont pas été acceptés par le Vatican, sur le royaume des cieux que moi je considère comme un royaume de liberté, il était dit par ce Jésus de cet évangile, il disait que le royaume des cieux, c'est un mouvement, un repos. C'est quand même assez curieux, un mouvement, un repos. Et je pense que peut-être justement que cette compréhension en profondeur est beaucoup plus simple qu'on pourrait l'imaginer. Un mouvement, un repos. Un mouvement, un repos, c'est toute la vie. Tout est mouvement et repos. Dans la journée, on est en mouvement et la nuit, on est en repos. C'est ce cycle-là, comme la respiration, on inspire, on s'ouvre, on expire, ça se referme, ça se vide. C'est dans des
chose très très simple que on va peut-être comprendre toute la logique de notre fonctionnement et toute la logique de l'univers. Et le corps va nous permettre de sentir. En réalité, on ne pourrait pas comprendre quoi que ce soit si on n'avait pas notre corps. Parce que notre corps ressent les choses, et ensuite, c'est ce que l'on ressent, on pourrait dire, va avoir une expression dans le concept. Le concept va essayer de mettre en mots ce que l'on a ressenti. Trouver un mot qui ne désigne aucune réalité, ça, vous en trouverez pas. Donc, et cette réalité, elle est forcément concrète, matérielle, elle existe. Même dans les histoires, quand on raconte des histoires inventées, ça se réfère toujours à des réalités. Voilà, donc cette première approche, c'est dès que l'on a une émotion, et en particulier un mal-être, parce que c'est là qu'on a envie de se sauver, c'est de s'ouvrir. Alors, certains disent, comme par exemple dans la pleine conscience, ils disent avec bienveillance, curiosité et attention. Je suis tout à fait d'ailleurs d'accord sur cela. C'est vrai par contre que ça peut être assez compliqué d'avoir de la bienveillance pour quelque chose que l'on ne veut pas, que l'on n'aime pas, que l'on redoute, etc. Donc, la bienveillance, ça viendra peut-être plus tard. Dans un premier temps, c'est d'avoir de la curiosité et de l'attention et accepter que on est en résistance, accepter de constater déjà qu'on est en résistance, constater qu'on voudrait rejeter, constater qu'on voudrait même peut-être détruire cette réalité et être dans cette ouverture complète qui en soi est d'ailleurs, puisqu'on parlait du masculin et du féminin tout à l'heure, qui est très féminin. C'est vraiment, c'est le yin. Je me souviens que mon maître de non-dualité disait que la voie de la non-dualité, c'est une voie féminine. C'est-à-dire, c'est une voie de réceptivité. Autant le yoga, le hatha yoga, tel qu'il a été présenté en Inde, ça serait une voie plutôt masculine au départ, c'est-à-dire que c'est une voie de l'action, de la discipline, du vouloir atteindre des objectifs, etc. Autant l'approche de la non-dualité, c'est écouter, recevoir, se laisser ensemencer en quelque sorte, hein, par la connaissance, par la compréhension, et puis laisser fleurir, grandir, croître en soi, dans son propre corps, toutes ces compréhensions pour qu'elles créent une nouvelle réalité. Il n'y a pas d'effort en soi. Il n'y a même pas d'ailleurs réellement d'objectif, parce que dès qu'il y a un objectif, l'objectif va être dès le départ choisi par un mental qui va concevoir quelque chose, qui va concevoir une idée, une orientation. Et de ce fait, il va, d'une certaine manière, il va être pénétrant. Hein, la conception est pénétrante, c'est-à-dire qu'elle veut induire quelque chose, elle est déjà dans le côté masculin, elle est déjà dans le côté actif. Dans la non-dualité, ça n'est pas ça. Si vous avez des compréhensions, des intuitions, vous les laissez s'ouvrir, vous les laissez vous inspirer, mais vous n'allez pas d'un seul coup vous dire, voilà, maintenant, ça y est, je sais comment il faut faire, je prends ça
et je fonce. C'est pas du tout ça. C'est toujours être, je ressens des choses désagréables. Heureusement, je peux vous dire quand même, c'est que au fur et à mesure, on ressent de plus en plus des choses très agréables, puisque on va avoir des ressentis d'unité, de compréhension profonde, de paix profonde. Et à ce moment-là, on va être ouvert à la connaissance qui va venir nourrir l'espace de notre corps, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va le vivre. C'est dans le corps que ça se passe. Ça doit être assimilé par le corps. Donc c'est comme une digestion. Une digestion se termine par une assimilation. Et au départ, les choses viennent, elles ont une forme particulière. Ensuite, elles perdent leur forme et elles deviennent universelles. Elles pénètrent notre ressenti intérieur. Et avec ça, d'ailleurs, notre identité personnelle se dissout pour devenir une identité universelle. Je ferai d'ailleurs un rapport avec le yoga qui dit dans sa philosophie principale, parce qu'il y a plusieurs philosophies dans le yoga, mais on dit que le yoga, c'est l'union, c'est atteindre l'union entre le moi individuel et le moi universel. En sachant que le moi universel n'est pas un autre moi que nous. C'est le moi universel, nous le sommes déjà, mais on n'en a pas encore conscience. C'est-à-dire que notre moi individuel, avec toutes ces histoires vraiment personnelles et douloureuses, progressivement abandonne cette identité individuelle pour comprendre son universalité et se fondre progressivement dans cette universalité. On pourrait dire impersonnel, mais totalement libre à ce moment-là de nos conditionnements personnels, pour vivre quelque chose une expansion sans fin. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on perd la conscience de notre individualité, mais au lieu d'utiliser notre individualité pour compenser nos manques, ce que font à peu près tout le monde, eh bien, on utilise notre individualité comme un outil pour transmettre l'universalité. C'est-à-dire que tout ce qui s'est construit à travers nos souffrances individuelles devient outil d'expression, de compréhension. Ça se transforme complètement pour permettre de transmettre. Et pour transmettre, ça veut dire d'ouvrir les autres à la compréhension universelle qui ne nous appartient pas d'ailleurs, puisqu'elle est universelle, elle n'appartient à personne. Et tout ce qui nous a construit et toutes les souffrances qu'on a eues vont en réalité nous servir, puisque ça a permis de construire des outils. Ça a permis, par exemple, d'avoir plein d'expériences dans lesquelles on va aller puiser, des souffrances qu'on a connues et qui nous permettent de comprendre la souffrance des autres. Toutes les réflexions que l'on a eues, toutes les questions qui se sont posées que d'autres se posent, et puis aussi toutes les réponses que l'on s'est faites à soi, enfin qu'on a reçues, qu'on s'est faites à soi-même, qu'on s'est fait à soi-même, et qui sont des réponses qui, pour certaines, nous ont apporté beaucoup, et d'autres nous ont amenés dans des murs. Donc, à toutes les expériences qu'on a pu faire dans nos souffrances va nous servir pour partager ces connaissances et en faire profiter d'autres. Parce qu'en réalité, c'est le but. Je ne dis pas ça comme une vérité parce que c'est à vous de le découvrir, mais c'est le sens de la vie. C'est le sens de la vie. La vie, on voudrait que la vie nous serve. On voudrait que la vie serve notre intérêt personnel, et on trouve injuste quand elle ne le fait pas. C'est-à-dire
d'avoir un couple parfait, des enfants parfaits, un travail parfait, et puis une santé parfaite, etc. Or, bon, qui a ça c'est, on peut l'avoir à certains moments, hein, mais est-ce qu'on le garde? Ça, on est sûr qu'on ne pourra jamais tout garder en toute cette perfection. Par contre, on pourrait, si on voit les choses comme ça, on va aller toujours vers l'insécurité, puisqu'on perd ce à quoi on tient. On va aller vers la peur de perdre ce confort, cette insécurité quand on l'a. Alors que si on est dans une autre orientation, on comprend que c'est la vie qui, par nos corps, par nos personnes, se développe, croît dans sa connaissance, et que ce bonheur de la vie peut se développer à travers nos corps. C'est-à-dire que à ce moment-là, on n'est plus dans une recherche de bonheur personnel, mais de bonheur universel. Je ne parle pas de morale et de religion, ça n'a rien à voir. C'est une espèce de bonheur à travers tout. C'est pas le bonheur simplement à travers soi, c'est le bonheur à travers. Alors on sait, on connaît le bonheur à travers ses propres enfants, à travers son compagnon ou sa compagne. Et ça va beaucoup plus loin, c'est le bonheur qu'on peut ressentir en le créant autour de soi et d'une manière illimitée. C'est ce que la vie en veut. C'est pas, encore une fois, ça n'est pas une morale du tout. C'est parce que nous sommes la vie et qu'il n'y a aucune raison que donc notre but ne soit pas la vie entière, la vie infinie, la vie partout. Et le corps participe à ça. C'est dans ce sens que on aborde en fait cette non-dualité comme la fin de la dualité, la fin de l'illusion de la dualité. La dualité, c'est je suis séparé de. Et là, c'est je me vis à travers toute chose, et donc je vis une non-dualité, la fin de la dualité. Est-ce que ça évoque des choses pour vous? Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Oui, moi, Gaëlle. Du coup, c'est plus que, effectivement, j'ai appris à accueillir les émotions plus que de les rejeter. Et aujourd'hui, de la tristesse, de la colère part beaucoup plus vite. Le fait de l'accepter, de l'intégrer, l'émotion repart beaucoup plus rapidement et c'est bien plus facile à vivre en fait derrière. Oui, merci pour ton témoignage, parce que c'est vrai que bon, ça fait déjà longtemps maintenant, quelques années que tu as entrepris ce travail sur toi, enfin si on peut appeler ça un travail, mais ce chemin. Et donc c'est intéressant d'entendre quelqu'un parler des fruits de cette quête. Parce que c'est exactement ce que tu dis, ce que vous dites, hein, je vous vois, c'est exactement ce que vous dites, et ça sera de plus en plus. Ça sera de plus en plus. Dans nos expériences, bon, personnellement, j'ai été vraiment gâté dès mon enfance et ma jeunesse, parce que j'ai vraiment souffert, alors là, comme d'angoisse terrible, où je me demandais comment j'ai resté vivant avec ces angoisses. Donc je sais que on peut passer, et ça a duré des années. Donc je sais ce que j'ai laissé derrière moi, et évidemment il y a des époques où quand c'était pas encore beaucoup derrière moi, dès que je pensais à certains sujets qui m'angoissaient, ça revenait. Aujourd'hui, même si j'y pense, ça ne revient pas. C'est vraiment quelque chose qui s'est dissous par cette approche qui a duré des années, hein, c'est vrai. On sait que ça fonctionne comme ça, et toutes les personnes qui y passent suffisamment de temps
font cette expérience de laisser, c'est comme des mues, hein, c'est-à-dire que c'est des vieilles peaux qui nous collaient, et puis petit à petit, on les laisse derrière soi sur son chemin, et on se rend compte à un moment donné qu'on a changé de peau, on n'est plus la même personne, et on ne pourra plus jamais fonctionner comme on fonctionnait avant. C'est des conditionnements qui sont lâchés au fur et à mesure. Je crois que Sophie aussi, mais Sophie, on ne l'entend pas beaucoup avec son débit très, très faible, là, donc on ne va pas beaucoup témoigner, mais elle a eu l'occasion de témoigner plusieurs fois dans des satsangs. Voilà. C'est quelque chose qui... Alors, est-ce que ça se termine un jour? Parce que des fois, on se dit, ben, est-ce que ça se termine? Il y a des gens qu'on considère, des fois on parle des gens réalisés. Je sais pas. Je sais pas s'il y a une fin, parce que nous sommes dans un univers qui est sans fin. Et je crois qu'il n'y a pas de fin. Je crois qu'il n'y a pas de fin du tout. Cet univers c'est un univers de liberté. Et si on mettait une fin à la liberté, ben, ça serait plus la liberté. Donc, je crois que c'est sans fin. On va toujours, toujours s'ouvrir à quelque chose. Et ça permet de créer, au fur et à mesure de cette évolution, plus vous avez de liberté, plus vous vous ouvrez à des nouvelles choses. C'est-à-dire que, en quelque sorte, vous laissez derrière vous la vieille personne et vous découvrez la nouvelle personne, la nouvelle possibilité. Et vous devenez quelqu'un d'autre. Mais d'instant en instant, vous devenez quelqu'un d'autre. Jusqu'au moment où, à force de vivre ça, vous vous préoccupez même plus de qui vous pourriez être, parce que vous savez que ce que vous pourriez définir comme ce que vous êtes ne va pas durer, ça va tout de suite. C'est l'impermanence, c'est ce que les bouddhistes proposent de méditer sur l'impermanence, c'est qu'il n'y a rien qui reste, il n'y a rien qui se maintient. Donc, on finit par ne plus avoir besoin même de définir une identité, ce qui nous donne une grande liberté. Et si quelqu'un cherche à vous définir, peut-être qu'elle va avoir son idée par rapport à vous-même, mais vous n'allez pas pouvoir vous définir. À un moment donné, ça n'est quasiment plus possible. Ça ne veut pas dire que dans un moment, dans une situation, vous ne pouvez pas vous définir. Bien sûr, dans une situation, vous allez vous définir. Si par exemple, vous avez besoin d'être un peu sévère avec un enfant, parce qu'à ce moment-là, c'est nécessaire, mais ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de sévère. Voilà, c'est juste un moment, un point. Voilà. Et cette liberté, en fait, si vous la vivez de plus en plus, c'est pas parce que en fait, c'est parce que vous l'avez toujours été et c'est ça qui vous manquait. C'est parce que la vie l'a toujours été. Et la vie, à travers votre corps, elle pousse vers plus de liberté. Vous ne pouvez pas l'empêcher, c'est impossible, parce que c'est la vie, c'est dans sa totalité qui, à travers vos vies et en vous donnant plein de difficultés, en vous donnant plein de souffrances, la vie ne cherche qu'une chose, c'est à vous ouvrir les yeux, à vous faire lâcher. C'est comme si vous continuiez à tenir du charbon ardent dans les mains, la vie, elle vous montre que ça brûle. Lâchez. On va finir par lâcher ce qui nous fait mal. Si ça nous faisait pas mal, on resterait avec et on ne découvrirait pas toutes les possibilités qu'on a. Donc, ça doit faire mal, ça fait mal, ça nous éveille, ça nous oblige à agir, à penser, à réfléchir, à changer de point de vue, à changer de vie, peut-être même parfois, jusqu'au moment où on va lâcher. Et quand c'est derrière soi, pratiquement, on peut l'oublier. On n'y pense même plus. Vous n'avez qu'à penser, essayer de penser à tous les problèmes que vous avez eus et qui vous ont fait très très mal. Vous allez avoir un peu de mal à vous les remémorer, parce que d'abord, il y en a eu tellement, et deuxièmement, quand c'est derrière vous, c'est derrière vous. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Alors que quand c'était devant vous, le problème était le seul qui vous empêchait de vivre.
tous ces problèmes sont maintenant derrière vous. Parce que vous évoluez, que la vie vous ouvre à vivre les choses. Vivez-les complètement et voyez ce qui va se passer. Les choses vous sont données, tout vous est donné. À chaque instant, on vous donne quelque chose à vivre. Si vous acceptez de le vivre à 100%, ouvrez-vous, laissez-vous ensemencer. Vous êtes comme un jardin. Voilà, un jardin. On vous ensemence et ce jardin devient de plus en plus riche. Mais si vous vous fermez, eh ben, ces semences ne vont pas aller dans votre terre et vous ne saurez pas ce que ça devait vous donner. Si c'est une semence de souffrance, il est préférable de vivre sa souffrance parce qu'elle va se finir. Alors que si vous ne la vivez pas, elle va se prolonger. C'est ainsi que vous pourrez expérimenter vos vies. Est-ce que vous avez d'autres ressentis? On a encore 5 minutes. Anne-Marie, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque justement ce rejet parfois, et quand le corps crie, des moments où on reste sourd en fait. Oui. Bien que le corps a parlé, a crié, mais probablement la tête a dit non, je ne veux pas entendre. Voilà ce que ça m'évoque. Oui. Justement, c'est une bonne expression. Le corps crie ou a crié, et on le sent quand il crie intérieurement. Est-ce qu'il est possible à ce moment-là de vérifier qu'on le laisse vraiment crier? C'est-à-dire, je ne parle pas de crier avec la voix, hein, puisque c'est une expression pour dire que on crie à l'intérieur. Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, s'atteler à ce que l'on ressent, mais uniquement ce que l'on ressent? Alors, ce n'est pas toujours possible, parce que si on a un travail à faire, on a des enfants, on a ceci, cela. C'est pour ça que se prendre des fois un petit moment comme dans la méditation et se dire, bon, bah, dans cette méditation, là, j'ai ce ressenti, mon corps souffre, crie, ben je vais lui donner tout l'espace dont il a besoin pour qu'il vive à 100% ce qu'il a à vivre. On peut aussi s'isoler un peu et puis pleurer. On peut, voilà. Moi, je me souviens d'une époque où je faisais des stages où on criait, on tapait avec une raquette, etc. Bon, ça fait peut-être du bien, mais j'en suis revenu. Et c'est pour ça que je ne propose pas ce type de travail, même si je conçois que ça puisse être important une partie de sa vie. On peut vivre ces cris intérieurement, et justement, c'est encore plus intéressant parce qu'on va aller en profondeur pour dénouer toutes les parties du corps qui crient silencieusement. On va aller les chercher au lieu de les extérioriser, ce qui évite d'aller les intérioriser. En fait, c'est intéressant d'aller intérioriser la façon dont on vit les choses. Et là, on va se rendre compte que, évidemment, ça ne se fait pas en une fois, mais on va se rendre compte que quand on va écouter totalement, mais vraiment totalement, nos émotions, la plainte intérieure, le cri intérieur, on peut crier l'injustice, on peut crier la colère, on peut crier tout ce qu'on veut parce que la vie nous paraît totalement injuste souvent et on a on se rebelle, etc. Comme on peut aussi être dans la dépression. Le vivre à 100%. Le vivre à 100% dans son propre silence et d'aller chercher comment on peut le vivre à 100% dans son propre silence. C'est la différence qu'il y a entre se libérer par l'intérieur et se libérer par l'extérieur. Il y a des gens qui, pour se libérer par l'extérieur, ils vont détruire l'extérieur.
on l'a malheureusement très souvent, des gens qui ont besoin d'émettre une violence tellement destructrice à l'extérieur. Il y en a qui ont une violence contre eux-mêmes, c'est-à-dire c'est toujours extérieur, mais ça se retourne contre eux, puisqu'ils peuvent très bien se suicider ou se faire mal, prendre des produits qui vont les tuer. Mais moi, ce que je propose, c'est d'avoir le courage, c'est d'ailleurs ce courage héroïque dont on parle dans les mythes. Dans les mythologies, vous avez le héros qui va traverser des situations invraisemblables, et qui va éveiller des pouvoirs de demi-dieux. Bon, c'est un peu ça, en fait, c'est la réalité qui se passe quand on va à l'intérieur de soi. C'est est-ce que je suis capable de faire face à mes terreurs les plus grandes? Est-ce que je suis capable de faire face à ce qui me semble être capable de me tuer, de me détruire? En réalité, ça ne va pas vous tuer, ça ne va pas vous détruire, mais ça détruit l'image de vous-même. Regardez bien, ce dont vous avez peur, c'est que votre image soit détruite. C'est votre image de vous-même. Si vous dites, non, moi je ne peux pas supporter que je fasse mal un travail, et ben, dès que le travail si vous n'êtes pas sûr que votre travail est bien fait, vous avez cette souffrance de cette image qui dégringole, parce que votre image de vous-même a été broyée par une réalité qui ne vous plaît pas. Et ça vous fait souffrir, alors que objectivement, c'est pas si dangereux que ça. Enfin, ça ne met pas votre vie en danger. Sauf que si vous faites ça toute votre vie, ça va vous mettre en danger parce que vous allez tomber malade. Cette réalité toute simple de dire, est-ce que je peux faire face à ce qui me terrorise? Voilà, c'est ça. Et pourquoi pas faire face? Puisque jusque-là, tout ce que j'ai fait, c'est fuir, et ça ne m'a absolument rien apporté. Ça n'apporte rien de fuir, ça reconduit les situations éternellement. Peut-être tout simplement que la vie vous dit, bon, voilà, c'est fait pour qu'un jour tu te dises, fais face. Tu peux aussi être ce héros qui dit, tant pis si je meurs, eh ben j'y vais, eh ben tant pis si je perds, mais je perds quoi? Voilà. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous allez perdre? Croyez que vous allez perdre la vie? Vous allez perdre uniquement la face. Vous allez perdre la face, c'est tout. Vous allez avoir l'impression d'être nul, impuissant, imparfait. Et alors, allez-y. Et vous regarderez après, qu'est-ce qu'il y a derrière cette réalité? Quel cadeau peut vous faire la vie si vous acceptez de ne pas vous accrocher à ça? C'est la qualité de pouvoir être sans aucune condition. Parce que ce que vous voulez, c'est être et être libre. Je le dis de temps en temps, ce que veut l'être humain, c'est être libre d'être. Voilà. Et nous, ce que nous vivons, c'est qu'on n'est pas libre d'être parce que on se donne l'autorisation d'être que si on est des personnes parfaites. Et selon des critères personnels, qui ne sont pas les mêmes du tout d'une personne à l'autre. Voilà. Le parfait pour l'un n'est pas du tout parfait pour l'autre. Donc, on se donne l'autorisation d'être que si on est parfait. Et si on n'est pas parfait, on ne se donne pas cette autorisation. On se donne que l'autorisation d'être détruit, c'est tout. Mais tout ça se passe à l'intérieur de soi. Même s'il y a un écho à l'extérieur, parce qu'évidemment, on trouve aussi des gens qui vous critiquent, mais le seul bâton que vous recevez, c'est le vôtre. C'est vous-même qui, pour vivre, vous exigez d'être parfait. Voilà. Et je pense que tout le monde va se reconnaître. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Oui. Oui. Bon, voilà. Et c'est ça. Il faut le voir, le revoir, le revoir, le revoir tout le temps. Et on l'oubliera. Et c'est pour ça qu'après, on revient et on redit et on rappelle. Et
Et si vous souffrez, dites-vous que c'est le chemin. Mais c'est pas pour qu'on veut, voilà, on n'est pas là pour souffrir, mais le chemin, ça passe par là. Si vous voulez que du bonheur, ça ne marchera pas, parce que vous ne l'aurez pas. En fait, tant qu'on cherche, si on ne veut que du bonheur, on souffre encore plus. Par contre, si on accepte de passer à travers les difficultés, les souffrances, pour comprendre et évoluer, on va avoir un résultat meilleur. Je vais vous laisser là parce que je pense qu'on était un peu plus court parce qu'on a commencé un peu plus tard, mais vous avez vos obligations en famille, je pense. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis j'espère vous entendre la semaine prochaine. Merci Sylvain. Merci beaucoup. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. Voilà, merci à vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.